Les papiers du divorce étaient froids dans mes mains. Un contraste saisissant avec l'air étouffant du cabinet d'avocat. Le document était épais, rempli d'un jargon juridique que je ne comprenais pas. Mais le message était clair. Léo voulait partir. Et il voulait partir en ne me laissant rien. Mon avocate, une femme sévère nommée Maître Dubois, remonta ses lunettes sur son nez. L'offre est, franchement, insultante. Camille, dit-elle de sa voix plate. Il garde la majorité des économies, la nouvelle voiture, et vous propose une pension alimentaire dérisoire. En retour, vous assumez le reste de la dette de ses cartes de crédit. Mon téléphone vibra sur la table en acajou poli. Le nom de Léo s'afficha à l'écran. Ignorant le regard désapprobateur de Maître Dubois, je répondis en activant le haut-parleur. Camille. Ma chérie. Tu as reçu les papiers? Sa voix était douce, chaleureuse. La même voix qui m'avait autrefois promis l'éternité. Elle était enrobée d'une couche de fausse sympathie qui me donnait la chair de poule. J'ai dit à mon avocat d'être généreux. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi et Sophie. Signe-les. Et on pourra mettre toute cette horreur derrière nous. L'horreur. Comme s'il était un simple spectateur d'un accident de voiture. Et non celui qui était au volant. Je regardais les papiers. Les chiffres qui annonçaient ma ruine financière. Je pensais à notre fille, endormie dans son lit, inconsciente de la façon dont son père essayait de détruire nos vies. Une clarté froide et dure s'installa en moi, repoussant le brouillard de chagrin qui avait obscurci mon esprit pendant un mois. Je ne signerai rien. Léo, dis-je. Ma voix stable, dépourvue des larmes qui l'attendaient probablement. Il y eut une courte pause. Camille, ne rends pas les choses difficiles. C'est pour le mieux. Je regardais Maître Dubois, dont les lèvres s'étaient courbées en un très léger sourire. Je raccrochai sans un mot de plus et fis glisser le téléphone sur la table. Alors, dit Maître Dubois en se penchant en avant. Quelle est notre prochaine étape? Je pris une profonde inspiration. La première qui semblait atteindre mes poumons depuis des semaines. On se bat. Dis-je. On se bat pour chaque chose qu'il essaie de nous prendre. Mais un mois plus tôt, je n'étais pas cette personne. Un mois plus tôt, je n'aurais pas su comment me battre. Un mois plus tôt, j'étais encore sa femme. Le jour où tout a basculé, l'air dans notre appartement lyonnais était lourd d'un silence plus pesant que n'importe quel son. Léo faisait une valise sur notre lit. Le bruit des fermetures éclair résonnant dans le calme tendu. Dehors, une misérable pluie d'automne tombait. La lumière grise transformant notre chambre habituellement joyeuse en un espace sombre et sans couleur. Il bougeait avec une efficacité calme et délibérée qui me terrifiait. Il pliait son pull bleu préféré. Celui que je lui avais acheté pour notre 15e anniversaire. Comme s'il se préparait pour un voyage d'affaires. Mais il ne partait pas en voyage d'affaires. Tu ne vas rien dire? Demandai-je. Ma voix à peine un murmure. J'étais appuyé contre le cadre de la porte. Les bras croisés fermement sur ma poitrine. Une tentative inutile de me contenir. Il ne me regarda pas. Que veux-tu que je dise? Camille? On en a déjà parlé. Nous n'avions parlé de rien. Il était entré 1 heure plus tôt. Avait annoncé qu'il partait. Et avait commencé à faire ses bagages. C'était là toute notre conversation. Non. Léo. Dis-je. Un frémissement de colère perçant enfin à travers le choc. Tu n'as rien dit qui ait du sens. Tu as juste décidé. Il soupira. Un son long hélas.
Comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Ce n'est pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain. Tu dois le savoir. Nous ne sommes plus heureux depuis longtemps. Les mots furent un coup physique. N'avions-nous pas été heureux? Je revis les derniers mois dans ma tête. Les dîners en famille. À rire de quelque chose que Sophie avait dit. Le week-end que nous avions passé à arranger le petit jardin sur le balcon. La façon dont il m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin même. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Il réécrivait notre histoire? Et je le laissais faire. Je pensais que nous étions heureux. Murmurai-je. Les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Tu pensais? Dit-il en me regardant enfin. Ses yeux, les mêmes yeux bruns et chauds dont j'étais tombée amoureuse, étaient froids et distants. Il me regardait comme si j'étais une étrangère qu'il avait bousculée par accident dans la rue. Je fais ça pour toi aussi? Tu sais. Pour te libérer. Pour que tu puisses trouver quelqu'un qui te rende vraiment heureuse. Il présentait sa trahison comme un cadeau. L'audace de son geste me coupa le souffle. Je voulais crier. Lancer quelque chose. Griffer ce visage calme et placide. Mais j'étais figée. Paralysée par 17 ans de mariage qui se réduisaient en poussière sous mes yeux. Et Sophie? Demandai-je. Ma voix se brisant sur son nom. As-tu pensé à elle? Bien sûr. Dit-il en se retournant vers sa valise. Il plaça une photo encadrée de notre fille sur ses vêtements. Un accessoire cruel dans sa performance. Je serai toujours son père. Je l'appellerai. Je la verrai. Rien ne doit changer pour elle. Mais tout était en train de changer. Les fondations de son monde se fissuraient. Et il était celui qui tenait le marteau. Il ferma le compartiment principal de la valise. Le son était assourdissant. Final. Je ne peux plus faire ça. Camille. Faire semblant. Continuer comme si de rien n'était. Alors tu vas chez Myriam? Dis-je. Ce n'était pas une question. J'avais vu son nom sur son téléphone. J'avais remarqué les nuits tardives au bureau. J'avais eu des soupçons. Bien sûr. Mais je les avais refoulés. Les enterrant sous une montagne de déni parce que l'alternative était impensable. Il tressaillit. Juste une seconde. Oui. Elle s'appelle Myriam. Et elle a besoin de moi. Elle a besoin de toi? Je ris. Un son amer et brisé. J'ai besoin de toi. Léo. Ta fille a besoin de toi. Nous avons construit une vie ici. Nous avons un crédit immobilier. Nous avons des factures. Nous avons une histoire. Myriam est enceinte? Dit-il. Les mots tombant dans le silence comme des pierres dans un étang calme. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Je m'agrippai au cadre de la porte pour rester debout. Enceinte. Un bébé. Une nouvelle famille. Un remplacement pour nous. Le mot résonnait dans mon crâne, noyant tout le reste. Mon esprit devint vide. Le choc était si profond qu'il en était presque paisible. Un bruit blanc silencieux qui me protégeait de toute la force de la douleur. Il vit l'expression sur mon visage et eut la décence de détourner le regard. Nous emménageons chez elle pour le moment. Continua-t-il. Sa voix plus douce. Comme si cela pouvait atténuer le coup. C'est juste temporaire. Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de plus grand. Il planifiait déjà un avenir. Un endroit plus grand pour sa nouvelle famille. Et moi? J'étais là. Dans les décombres de notre passé. Il passa devant moi. Tirant la valise derrière lui. Les petits trous faisaient un doux grondement sur le parquet. Il ne me toucha pas. Il ne me regarda même plus.
À la porte d'entrée, il s'arrêta pour mettre sa veste. Laisse les clés. Léo, dis-je. Ma voix était étonnamment ferme. Un petit îlot de force dans un océan de douleur. Il hésita un instant, puis sortit le trousseau de sa poche. C'était un fer à cheval en argent que je lui avais donné pour lui porter chance lorsque nous avions acheté l'appartement. Il le posa doucement sur la petite console de l'entrée. Puis, sans un regard en arrière, il ouvrit la porte et sortit. La serrure cliqua. Et je fus seule. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à fixer la porte fermée. Des minutes? 1 heure? La pluie battait contre les fenêtres. Seul son dans l'appartement. Mon monde, si solide le matin même, s'était dissous dans le néant. Le lendemain, le brouillard du choc commença à se dissiper, remplacé par une réalité froide et terrifiante. Je triais une pile de courriers sur la table de la cuisine, surtout des publicités. Quelques factures quand mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Mais quelque chose me dit de répondre. Bonjour. Puis-je parler à Camille Dubois? Demanda une voix joyeuse et professionnelle. C'est elle-même. Bonjour Camille. C'est Sarah de la banque BNP Paribas. Je vous appelle simplement pour un rappel amical concernant votre mensualité de crédit immobilier. Elle a maintenant 5 jours de retard. Je me figeai. Le téléphone collé à mon oreille. Je suis désolée. Il doit y avoir une erreur? Dis-je. Mon cœur commençant à battre la chamade. Mon mari, Léo, s'occupe du crédit. Il m'a dit qu'il avait fait le paiement la semaine dernière. C'était l'une des dernières conversations normales que nous avions eues. Il était sur son ordinateur portable. Et je lui avais demandé s'il l'avait payé. Tout est réglé, avait-il dit sans lever les yeux. Je regarde le compte en ce moment même. Madame, dit Sarah. Son ton toujours joyeux mais avec une pointe d'insistance automatisée. Le paiement de ce mois n'a pas été traité. Nous devrons ajouter des frais de retard s'il n'est pas payé d'ici la fin de la semaine. Je raccrochai, la main tremblante. Ce n'était pas une erreur. C'était un mensonge. Il n'avait pas payé. Il savait qu'il partait. Il m'avait regardé dans les yeux et avait menti, laissant la facture impayée, sachant que le désordre me tomberait dessus. Et à ce moment-là, quelque chose en moi changea. Le chagrin profond et lancinant étaient toujours là. Mais un nouveau sentiment commença à faire surface à ses côtés. C'était froid, vif et dangereux. C'était la rage. Il ne m'avait pas seulement quitté. Il ne m'avait pas seulement brisé le cœur. Il avait délibérément, méthodiquement, commencé à démanteler ma vie avant même de franchir la porte. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un acte de guerre. Et je venais de recevoir le premier rapport de perte. Je payais la mensualité en ligne, mes doigts se déplaçant avec raideur sur le clavier. Les frais de retard s'élevaient à 75 € supplémentaires. Un coup de poignard petit mais délibéré. Alors que la page de confirmation se chargeait, les larmes que j'avais retenues refusèrent simplement de venir. À la place, une autre sorte d'énergie commença à bouillonner dans mes veines. C'était une fureur froide et silencieuse. Il avait planifié cela. Il m'avait laissé financièrement vulnérable exprès, supposant probablement que je serais trop consumée par le chagrin pour le remarquer avant qu'il ne soit trop tard. Il voulait que je panique. Il voulait que je m'effondre. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant et se fermant me tira de ma transe. Sophie. Je fermai rapidement l'ordinateur portable, ne voulant pas qu'elle voie le site de la banque. Je devais lui dire ce qui s'était passé, mais je devais trouver les bons mots.
Comment dire à une enfant de 10 ans que son père, son héros, non seulement l'a quitté, mais a également orchestré une campagne silencieuse de cruauté contre sa mère? Elle entra dans la cuisine en tapant des pieds, les joues rouges du froid de l'automne, et laissa tomber son lourd sac à dos sur le sol. Elle portait sa méthode de piano. Salut, ma puce. Comment s'est passée l'école? Demandai-je, en essayant de garder ma voix légère. Elle ne répondit pas. Elle alla directement au réfrigérateur, prit une briquette de jus et y planta la paille avec une force inutile. Sophie. Elle se retourna, les yeux plissés. C'étaient les yeux de Léo. Et en ce moment, il me regardait avec une accusation qui me noua l'estomac. Il est tout papa? Demanda-t-elle, la voix plate. Je pris une inspiration. Sophie. Ma chérie. Il faut qu'on parle. Ton père. Il est parti vivre ailleurs pour un moment. Pour un moment? Répéta-t-elle, sa voix dégoulinant d'un sarcasme bien trop vieux pour son âge. Ou pour toujours? La franchise de la question me prit au dépourvu. Je ne sais pas encore. Ma chérie. C'est compliqué. Non. Ça ne l'est pas. Lança-t-elle, son petit corps rigide de colère. C'est toi qui l'as fait partir. Je vous ai entendu. Tu lui criais toujours dessus pour l'argent et ses heures de travail. Tu n'étais jamais contente de lui. L'accusation me frappa plus durement que la trahison de Léo. C'étaient ces mots qui sortaient de sa bouche. Il avait semé ses graines pendant des mois, se plaignant à elle dans des moments de calme, se positionnant comme la victime de sa femme exigeante et ingrate. Et moi, dans mon épuisement, je n'avais jamais rien remarqué. Ce n'est pas vrai, Sophie, dis-je, la voix tremblante. Les gens mariés se disputent parfois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Ton père a fait son propre choix. Il avait promis de m'emmener à la salle d'arcade ce week-end, dit-elle, sa lèvre inférieure commençant à trembler. La colère n'était qu'un bouclier pour la blessure en dessous. Il l'avait promis. Je sais. Mon bébé. Je suis tellement désolée. Je tendis la main vers elle. Mais elle recula comme si j'étais du feu. Non. Cria-t-elle, les larmes coulant enfin sur ses joues. C'est toi qui as tout gâché. Je te déteste. Elle s'enfuit de la cuisine. Et un instant plus tard, la porte de sa chambre claqua avec une force qui sembla secouer tout l'appartement. Je restai seule dans le silence, le son de ses sanglots résonnant faiblement dans le couloir. C'était son cadeau d'adieu. Il ne m'avait pas seulement quittée. Il avait retourné ma propre fille contre moi. Je me sentis complètement, totalement seule. La sonnette retentit, me surprenant. Pendant une seconde folle et stupide, je crus que c'était Léo, qu'il était revenu, que tout cela n'était qu'un horrible cauchemar. Mais quand je regardai par le Judas, je vis les cheveux blancs bouclés familiers de ma voisine, Madame Martinez. J'ouvris la porte, et elle jeta un coup d'œil à mon visage et entra directement dans mon appartement, tenant un grand plat à gratin. Je ne demande pas. J'ordonne, annonça-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. Tu vas manger. J'ai fait mon gratin dauphinois. Il peut tout guérir. D'un simple rhume à un cœur brisé. Madame Martinez était une force de la nature. Une veuve de 70 ans qui vivait dans l'immeuble depuis 30 ans et savait tout sur tout le monde. Elle posa le gratin sur le comptoir puis se tourna vers moi. Ses yeux vifs et intelligents scrutant mon visage. Alors, le bon à rien l'a finalement fait. Hein, dit-elle,
Sa voix plus douce maintenant. Je l'ai vu partir avec une valise. J'ai failli jeter un pot de fleurs sur sa voiture. Mais mes bégonias sont trop beaux cette année pour les gaspiller pour lui. Un faible sourire effleura mes lèvres. C'est si évident que ça? Ma chérie. Un aveugle aurait pu voir les problèmes dans ce mariage depuis 6 mois. La façon dont il regardait son téléphone quand il pensait que tu ne regardais pas. La nouvelle coupe de cheveux impeccable. L'intérêt soudain pour la salle de sport. C'est le cliché classique de la crise de la quarantaine. Cet homme a la colonne vertébrale d'un éclair au chocolat. Elle me tapota le bras. Tu es mieux sans lui. Ça fait un mal de chien maintenant? Mais c'est vrai. Le simple fait d'avoir quelqu'un de mon côté. Quelqu'un qui voyait la vérité. Me sembla être une bouée de sauvetage. Je lui racontai tout l'autre femme. La grossesse. Le crédit impayé. À chaque détail. Son expression s'assombrissait. Ce n'est pas seulement un cliché. C'est un salaud, déclara-t-elle en secouant la tête. Et te laisser avec les dettes? C'est tout simplement diabolique. Mon premier mari, que son âme repose en paix, était un joueur. Il ne m'a laissé qu'un tas de tickets de Paris. J'ai appris une chose, on ne pleure pas. On prend un avocat. Un requin. Un piranha. Quelqu'un qui le dépouillera jusqu'à ses sous-vêtements de marque. Avant que je puisse répondre, la sonnette retentit de nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Éléonore. Elle entra comme une tempête. Son manteau encore humide de la pluie. Son visage figé dans une expression sombre et déterminée. Elle n'avait jamais aimé Léo. Dès le premier jour, elle avait dit qu'il était trop mielleux pour être digne de confiance. Elle avait eu raison depuis le début. Elle me serra fort dans ses bras. Une rare démonstration d'affection physique. Je suis venue dès que j'ai pu, dit-elle. Sa voix basse et féroce. J'ai appelé ton portable. Tu n'as pas répondu. Elle regarda par-dessus mon épaule Madame Martinez, lui adressant un bref signe de tête. Madame Martinez. Éléonore, répondit Madame Martinez, tout aussi sèchement. Les deux femmes étaient comme deux généraux opposés, unis par un ennemi commun. Ma mère enleva son manteau et alla droit au but. Quel est le plan? As-tu gelé les comptes joints? As-tu appelé un avocat? As-tu changé les serrures? Je secouai la tête, me sentant dépassée. Maman. Il vient de partir hier. Je n'ai même pas. Hier. C'était un jour trop tard. Me coupa-t-elle. Son ton vif mais pas méchant. Camille. Tu dois comprendre quelque chose. Ce n'est pas un homme qui souffre d'un cœur brisé. C'est un homme qui exécute un plan. Il planifie sa sortie depuis des mois. Chaque euro qu'il a dépensé, chaque document qu'il a signé, il l'a fait avec ce moment à l'esprit. Il n'est plus ton mari. Il est ton adversaire. Ces mots étaient durs, mais ils résonnaient avec la colère froide qui se solidifiait en moi. Elle avait raison. C'était une bataille, pas une rupture. Sophie me déteste, dis-je, les mots s'étranglant dans ma gorge. Elle me blâme pour tout. Bien sûr qu'elle le fait, dit ma mère, ses yeux s'adoucissant un instant. Il l'a monté contre toi. C'est le plus vieux tour du manipulateur. Faire de l'autre le méchant pour pouvoir jouer le héros. Comme par hasard, mon téléphone portable, posé sur le comptoir, s'alluma. C'était un appel vidéo. De Léo. Mais la demande était pour la tablette de Sophie, qui était liée à mon compte. Avant que je puisse refuser, une notification apparut.
montrant que l'appel avait été accepté dans sa chambre. Il l'appelait directement. Ma mère et moi nous regardâmes. Sans un mot. Nous nous glissâmes dans le couloir et nous tînmes devant la porte fermée de Sophie. Nous pouvions entendre sa voix excitée. Suivie de la sienne. Douce et rassurante. Salut. Ma championne. Disait Léo. Comment va ma fille préférée? Papa. Tu me manques. Quand est-ce que tu rentres? La voix de Sophie était petite et pleine d'espoir. Bientôt. Ma chérie. Je te le promets. Tu me manques plus que tout. Écoute. Je sais que les choses sont bizarres en ce moment. Maman traverse une période difficile. Elle est très triste et un peu en colère. Alors tu dois être très sage pour elle. D'accord? Ne lui fais pas de misère. Il me dépeignait comme une personne émotionnellement instable. Un problème à gérer. Mais c'est elle qui t'a fait partir. Insista Sophie. Il y eut une pause. Un moment parfaitement calculé de fausse réticence. C'est plus compliqué que ça. Ma puce. On ne se rendait plus heureux. Mais ça n'a rien à voir avec toi et moi. Toi et moi. C'est pour toujours. Je viendrai te chercher pour la salle d'arcade ce week-end. Comme je l'ai promis. On prendra la pizza géante et on gagnera tous les prix. Vraiment? Pour de vrai? Pour de vrai? Je t'aime. Mon trésor. Je t'aime aussi. Papa. L'appel se termina. Je m'appuyai contre le mur. Nauséeuse. Il lui faisait miroiter des promesses qu'il n'avait probablement aucune intention de tenir. Achetant sa loyauté avec des mensonges tout en me présentant comme la cause de toute sa douleur. Je poussai doucement la porte. Sophie était assise sur son lit. Serrant sa tablette. Un immense sourire heureux sur le visage. Le sourire disparut à la seconde où elle me vit. Son expression redevint dure et pleine de ressentiment. Je retournai à la cuisine. Ma mère me suivant. Madame Martinez coupait tranquillement le gratin, nous laissant de l'espace. Tu vois? Dit ma mère. Sa voix un murmure bas et dangereux. Il n'est pas seulement ton adversaire. Camille. Il utilise ta fille comme une arme contre toi. N'ose pas le laisser gagner. Le week-end passa. Léo ne se montra jamais pour la sortie à la salle d'arcade. Il n'appela même pas. Sophie passa tout le samedi assise près de la fenêtre. Son sac à dos rempli de sa peluche préférée et d'un livre. À attendre. Le soir venu. Son silence plein d'espoir s'était transformé en une déception maussade et déchirante. Elle refusa de dîner et ne m'adressa pas la parole. Quand j'essayai de la réconforter, elle me repoussa en marmonnant, « C'est de ta faute s'il n'est pas venu. Tu lui as probablement dit de ne pas venir. » Le mensonge était si cruel. Si inutilement destructeur. Il aurait pu simplement appeler. Un simple texto. Mais il choisit le silence. Laissant l'imagination de sa fille combler les vides. Sachant qu'elle dirigerait sa colère vers la cible la plus commode, moi. Je commençais à comprendre la nature calculée de sa cruauté. Il ne s'agissait pas seulement de partir. Il s'agissait de brûler tous les ponts et de saler la terre derrière lui. La semaine suivante, je rencontrai Maître Dubois. Je lui parlais du crédit. Des mensonges à Sophie. Du sentiment d'être systématiquement démantelé. Elle écouta patiemment. Les doigts joints sous son menton. Il utilise des tactiques classiques de manipulation et d'aliénation parentale. Dit-elle. Sa voix vive. Le but est de vous déstabiliser émotionnellement. De vous faire paraître irrationnel. Quand viendra le moment de négocier, il vous dépeindra comme l'ex-femme hystérique. Et lui-même comme le père calme et raisonnable.
C'est une stratégie. Et une sale stratégie. Alors, que dois-je faire? Demandai-je, sentant une nouvelle vague d'impuissance. Vous documentez tout? Dit-elle en faisant glisser un bloc-notes sur le bureau vers moi. Chaque appel manqué. Chaque promesse non tenue à votre fille. Chaque erreur financière que vous découvrez. Date. Heure. Détail. Nous construisons un dossier. Un schéma de comportement. Au tribunal. Un schéma est plus puissant qu'un seul événement. Et vous, Camille? Vous arrêtez d'être une victime. Vous commencez à recueillir des renseignements. Recueillir des renseignements. L'expression résonna dans mon esprit sur le chemin du retour. Cela sonnait si clandestin, si stratégique. Cela sonnait comme quelque chose qu'une personne forte ferait. Je n'étais pas sûre d'être encore cette personne. Mais l'idée planta une graine de résolution en moi. Ma chance se présenta 2 jours plus tard. Un camion de livraison s'arrêta devant notre immeuble. Et 2 hommes portèrent une grande boîte plate vers l'entrée. Une nouvelle bibliothèque pour la chambre de Sophie. Je l'avais commandée des semaines auparavant, avant que mon monde n'implose. Il devait la monter par l'ascenseur de service, ce qui nécessitait une clé. Et la clé se trouvait sur l'ancien jeu de rechange de Léo, qu'il gardait au fond du placard de son bureau à la maison. Le bureau était la seule pièce que j'avais évitée. Il était encore exactement comme il l'avait laissé, des papiers soigneusement empilés sur le bureau. Une tasse de café avec une auréole séchée au fond. La légère odeur de son eau de Cologne flottant dans l'air. C'était comme une pièce fantôme. Prenant une profonde inspiration, j'entrai et ouvris le placard. Son vieux sac de sport était là. Une paire de baskets usées. Et, sur un crochet, les clés de rechange. En les attrapant, mes doigts effleurèrent le métal froid de son vieil ordinateur portable. C'était un dinosaure? Un qu'il n'avait pas utilisé pour le travail depuis des années? Mais qu'il avait gardé pour des fichiers personnels et des photos. Il avait été si méticuleux en emportant son ordinateur de travail, sa nouvelle tablette, tout ce qui avait de la valeur. Pourquoi avait-il laissé celui-ci? Une impulsion, vive et soudaine, me traversa. Recueillir des renseignements. Après avoir laissé entrer les livreurs, j'emmenai l'ordinateur portable sur la table de la cuisine. Je ressentis une pointe de culpabilité, un sentiment d'intrusion. C'était une ligne que je n'avais jamais franchie en 17 ans de mariage. Mais comme l'avait dit ma mère, il n'était plus mon mari. Il était mon adversaire. J'ouvris le capot. L'écran s'anima, demandant un mot de passe. Mon cœur se serra. Bien sûr, il était protégé par un mot de passe. J'essayai les plus évidents d'abord, l'anniversaire de Sophie. Notre anniversaire de mariage. Mot de passe 123. Rien ne fonctionna. J'étais sur le point d'abandonner quand je me souvins d'une conversation d'il y a des années. Il mettait en place un mot de passe pour un nouveau compte bancaire et riait de son système. Toujours utiliser le nom de son premier amour? Avait-il plaisanté? Personne ne le devine jamais. Il m'avait dit que son premier béguin était une fille de son enfance nommée Chouchou. C'était un détail stupide et intime d'une vie qui ne semblait plus réelle. Mes doigts tremblèrent en le tapant, CHOU. L'écran clignota et s'ouvrit sur le bureau. J'étais dedans. Pendant un moment, je restai là à regarder, mon cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Que cherchais-je au juste? Je commençai par l'endroit le plus évident, le client de messagerie. Son ancien compte était toujours connecté. La boîte de réception était principalement remplie de spam et d'anciennes newsletters. J'étais sur le point de la fermer quand je vis un dossier intitulé « Personnel ».
Ma respiration se bloqua. Je cliquai. Tout était là. Une chronologie numérique de sa trahison. Des emails de Myriam remontant à près d'un an. Les premiers étaient enjoués. Professionnels. Puis ils devinrent plus intimes. Remplis de blagues secrètes et de plans pour des rencontres clandestines. Il parlait de moi. C'est Edgar de ce soir? Lisait un de ses emails. Chez moi? Un autre? D'elle, je n'arrive pas à croire à quel point elle est aveugle. Tu ne te sens pas mal? La réponse de Léo, c'est compliqué. J'essaie juste de trouver le bon moment pour mettre fin aux choses sans trop la blesser. Sans trop me blesser. L'hypocrisie était nauséabonde. Il mettait fin aux choses depuis un an tout en dormant dans mon lit. En me laissant planifier nos vacances en famille. En m'embrassant pour me dire au revoir tous les matins. Puis je trouvais les emails concernant l'appartement. Ils cherchaient un logement ensemble depuis des mois. Il y avait des liens vers des annonces immobilières. Des discussions sur les crédits. Des disputes sur la décoration. Un email de Myriam. Daté de 2 mois avant son départ. Disait, Léo. Nous devons prendre une décision pour l'appartement de Confluence. Le vendeur n'attendra pas éternellement. Tu avais promis d'avoir l'apport prêt après que la prime du projet Rive Gauche soit versée. La prime Rive Gauche. Rive Gauche. Le nom me disait quelque chose. C'était un énorme projet résidentiel que son entreprise de BTP gérait. Il y avait travaillé des heures folles, se plaignant du stress. Tout cela en vaudra la peine quand cette prime tombera, avait-il dit. J'avais pensé que cette prime était pour nous. Pour une nouvelle voiture? Ou un voyage à Disneyland pour Sophie. Mais elle n'avait jamais été pour nous. Elle était pour sa fuite. Mes mains tremblaient maintenant. Un mélange de rage et d'un étrange sentiment de clarté vengeresse. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas la femme hystérique et irrationnelle qu'il essayait de dépeindre. Mes instincts m'avaient hurlé dessus pendant des mois. Et je les avais fait taire. Plus maintenant. Poussé par un nouvel objectif froid. Je commençais à regarder dans son dossier de documents. Il y avait surtout de vieux CV et des déclarations d'impôts. Mais ensuite, je vis un dossier simplement intitulé « Rive gauche ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de feuilles de calcul et de fichiers PDF. La plupart étaient des documents techniques que je ne comprenais pas, des plans, de la logistique d'approvisionnement, des permis de construire. Mais un nom de fichier attira mon attention, Rive gauche budget interne V3. Je l'ouvris. C'était une feuille de calcul massive, répertoriant les coûts pour tout, du bois de construction à la main-d'œuvre. Les chiffres étaient stupéfiants. Des millions d'euros. En la parcourant, un autre nom de fichier se démarqua, Rive gauche budget client V4. Curieuse, je l'ouvris dans une fenêtre séparée. Il semblait presque identique. Même poste. Même formatage. Mais en comparant les deux, je remarquai quelque chose de profondément troublant. Les chiffres étaient différents. Sur la version « client », le coût de la « préparation du site » était de 1,2 million d'euros. Sur la version « interne », le même poste n'était que de 800 000 euros. Matières premières, béton, était de 3,5 millions pour le client. Mais seulement de 2,8 millions en interne. Chaque poste de dépense était gonflé sur le budget destiné au client. La différence se chiffrait en millions. Je n'étais pas comptable, mais je savais ce que je regardais. C'était de la fraude. Ce n'était pas juste une crise de la quarantaine. C'était criminel. La prime Rive gauche, sur laquelle il comptait, n'était probablement pas une prime du tout. C'était sa part de l'argent détourné. Je ressentis un mélange vertigineux de terreur et de pouvoir. Cela changeait tout.
Ce n'était plus un simple divorce compliqué. Je tenais une bombe entre les mains. La question était, qu'allais-je en faire? Ma première pensée fut pour mettre du bois. Je devais lui montrer ça. C'était le levier dont nous avions besoin. C'était le schéma de comportement dont elle parlait. Un schéma de tromperie qui allait plus loin que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je trouvai une vieille clé USB dans le tiroir à fourbi de la cuisine et commençai à copier les fichiers, les emails, les annonces d'appartements et les 2 versions du budget rive gauche. Alors que la barre de progression se remplissait lentement, je ressentis un sentiment de contrôle pour la première fois depuis des semaines. Il pensait m'avoir laissé sans rien. Mais il avait fait une erreur cruciale. Il avait laissé derrière lui la vérité. La clé USB serrée dans ma main. J'avais l'impression de tenir une clé. Une clé vers ma liberté. Vers la justice. Vers la protection de l'avenir de Sophie. Mon esprit s'emballa avec les possibilités. C'était plus que suffisant pour garantir un règlement de divorce favorable. C'était assez pour faire comprendre à Léo qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller en laissant une traînée de destruction derrière lui. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir un bouclier. Mon plan était simple, appeler Maître Dubois dès le lendemain matin, fixer une réunion d'urgence, et la laisser décider de la meilleure façon de déployer ce nouvel arsenal. Je ne dirais pas à Léo que je l'avais. L'effet de surprise était mon seul avantage. Mais l'univers, semblait-il, avait d'autres plans. Je suis allée voir Sophie avant de la coucher. Sa lumière était encore allumée. Et j'ai poussé la porte entr'ouverte. Elle était assise à son petit bureau. Non pas en train de faire ses devoirs, mais en fixant intensément l'écran du vieil ordinateur portable de Léo. Mon sang se glaça. Sophie, qu'est-ce que tu fais avec ça? Demandai-je. Ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Elle sursauta. Surprise. Et essaya rapidement de fermer l'ordinateur. Mais il était trop tard. Je vis la présentation familière du programme de messagerie à l'écran. Rien, dit-elle. Sa voix petite et sur la défensive. Je regarde juste de vieilles photos. Je m'approchai de son bureau. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Sophie, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu faisais? Elle ne voulait pas me regarder. Elle fixait ses mains, qui torsadaient un fil lâche de son pyjama. Je connais le mot de passe, murmura-t-elle, comme si elle avouait un crime terrible. Papa me l'a dit une fois. Il a dit que c'était un secret. Mais je m'en suis souvenu. Chouchou. Le nom, autrefois source d'une douce nostalgie, sonnait maintenant sinistre. Il avait donné à sa fille de 10 ans la clé pour déverrouiller tous ses secrets. L'insouciance de ce geste était stupéfiante. Que as-tu regardé? Ma chérie? Demandai-je, en essayant de garder ma voix calme, en essayant de ne pas laisser transparaître la panique qui s'infiltrait dans mes veines. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je les ai vus, dit-elle, sa voix se brisant. Les emails. D'elle. Myriam. Ils achetaient une maison. Ils avaient des prénoms pour le bébé. Mon estomac se noie. Je n'étais même pas allée aussi loin. Des prénoms pour le bébé. Le mensonge avait été encore plus élaboré que je ne l'avais réalisé. Il avait construit toute une vie imaginaire avec Myriam. Une vie qui était le miroir de celle qu'il détruisait avec nous. Il m'a menti. Sanglota Sophie. Les mots se bousculant maintenant. Il a dit qu'il était triste de partir. Il a dit que je lui manquais. Mais il était heureux. Il planifiait une nouvelle famille. Il ne nous a jamais aimés. Oh. Mon bébé. Ce n'est pas vrai?
dis-je en la prenant dans mes bras. Elle ne résista pas cette fois. Elle enfouit son visage dans mon épaule et pleura. De profonds sanglots déchirants d'une enfant dont le monde avait été brisé par la seule personne en qui elle était censée avoir une confiance aveugle. Je la tins jusqu'à ce que les larmes se calment. Lui caressant les cheveux. Murmurant des réconforts vides. Quand elle s'écarta enfin. Son visage était bouffi et rouge. Mais son expression avait changé. Le chagrin était toujours là. Mais en dessous se trouvait une colère dure et froide qui me parut étrangement familière. C'était la même colère que j'avais ressentie toute la journée. Alors j'ai fait quelque chose, dit-elle. Sa voix étrangement calme. L'air dans la pièce devint soudainement rare. Que as-tu fait, Sophie? Elle se retourna vers l'ordinateur et bougea la souris. Elle afficha le dossier, élément envoyé, du programme de messagerie. Il y avait un email. Envoyé 1 heure plus tôt. Le destinataire était un nom que je reconnus des documents de travail, c'est Fresno@Invercorp. FR. Celso Fresno. Le patron de Léo. Le directeur de toute l'entreprise. L'objet du message disait, quelque chose que vous devez voir à propos de Léo Dubois. Ma main vola à ma bouche. Sophie. Non. Je lui ai tout envoyé, dit-elle. Sa voix plate. Sans émotion. Les budgets. Ceux avec les chiffres différents. Je les ai vus. On aurait dit que papa trichait. Son regard vacilla vers moi. C'est ce qu'il faisait. N'est-ce pas? Il volait l'entreprise? Je ne pouvais pas parler. Je fixais juste l'écran. Les preuves accablantes de ce que ma fille avait fait. Elle avait pris mon plan soigneusement construit. Mon arsenal stratégique. Et avait lancé un missile nucléaire. Et elle n'avait pas fini. Non seulement elle avait joint les fichiers. Mais elle avait aussi écrit un message. C'était écrit dans le langage simple et direct d'une enfant. Ce qui le rendait d'autant plus dévastateur. Cher monsieur Fresno. Lisait-on. J'ai trouvé ça sur l'ordinateur de mon papa. Je crois qu'il vous vole de l'argent. Les chiffres ne correspondent pas. Il a dit à ma maman qu'il allait avoir une grosse prime du projet Rive Gauche. Mais je pense qu'il l'a juste prise. Il nous a quittés le mois dernier pour une autre dame. Il a dit qu'elle attendait un bébé. Et il a promis qu'il me verrait encore. Mais il a menti. Il utilise l'argent qu'il a volé pour acheter un nouvel appartement avec elle. Ma maman pleure tout le temps maintenant. C'est un menteur et un voleur. Vous devriez le renvoyer. Une personne qui sait. Je m'assis sur le bord de son lit. La force me quittant les jambes. C'était bien pire que ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas un tuyau anonyme. C'était personnel. C'était vengeur. Cela brossait un portrait complet et accablant de Léo. Non seulement comme un employé frauduleux, mais aussi comme un être humain terrible. Sophie. Pourquoi as-tu fait ça? Murmurai-je. Les mots semblant inadéquats face à l'ampleur de la catastrophe. Parce qu'il t'a fait du mal? Dit-elle en me regardant avec une intensité qui me surprit. Ses yeux étaient féroces. Il te fait du mal tous les jours. Il te rend triste. Et il m'a rendu triste. Et il a menti. Tu dis toujours qu'il ne faut jamais mentir. Il le méritait. Il méritait d'être puni. Je regardais ma fille. Cette petite fille de 10 ans qui venait de déclarer la guerre à son propre père. Et je vis un reflet de moi-même. Je vis ma propre colère. Mon propre désir de justice. Amplifié et mis en œuvre avec l'abandon téméraire d'une enfant qui ne comprend pas encore les conséquences. Elle avait fait ce que j'avais trop peur de faire. Je voulais utiliser l'information comme monnaie d'échange dans un divorce. Elle l'avait utilisée comme une arme pour réduire toute sa vie en cendres. Ma chérie.
dis-je. Ma voix tremblante. C'est très, très grave. Papa pourrait avoir de gros ennuis. Plus que simplement perdre son travail. Tant mieux, dit-elle. La mâchoire serrée. Il le mérite. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je essayer de rappeler l'email? Était-ce seulement possible? Devais-je appeler Léo et le prévenir? La pensée de l'aider après ce qu'il avait fait était répugnante. Mais l'alternative, le voir faire face à une enquête criminelle. Sachant que ma fille était celle qui avait allumé la mèche, était terrifiante. Mon téléphone se mit à sonner. Le son strident et discordant dans la pièce silencieuse. Je regardai l'identifiant de l'appelant. C'était un numéro inconnu. Mais l'indicatif était local. Une terreur froide m'envahit. C'était trop tôt pour que ce soit le patron de Léo. N'est-ce pas? Je répondis. La main tremblante. Allô? Est-ce que je parle bien à Camille Dubois? Demanda une voix d'homme. Elle était calme. Professionnelle et absolument glaçante. Oui. C'est elle-même. Madame Dubois. Mon nom est Celso Fresno. Je suis le directeur d'Invercorp. Je m'excuse pour l'heure tardive. Mais je viens de recevoir un email plus tôt. Troublant concernant votre mari. J'ai besoin de lui parler immédiatement. C'est une question d'une extrême urgence. La voix de Celso Fresno était un bourdonnement calme et régulier à l'autre bout du fil. Mais en dessous, je pouvais entendre le grondement indubitable d'une tempête qui approchait. Madame Dubois? Vous êtes là? Je pris une inspiration tremblante. Mes yeux toujours fixés sur Sophie, qui me regardait avec un mélange de peur et de défi. Je suis là, dis-je. Ma voix à peine un murmure. Mais Léo. Léo ne vit plus ici. Nous sommes séparés. Il y eut une pause. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Les pièces de l'email anonyme se mettant en place. Je vois, dit-il. Son ton passant d'une préoccupation professionnelle à quelque chose de plus froid. De plus sérieux. L'email le mentionnait. Avez-vous un numéro où je peux le joindre? J'ai son numéro de portable. Dis-je. Mon esprit tournant à plein régime. Devais-je le lui donner? Protégeais-je Léo en le retenant? Ou ne faisais-je que retarder l'inévitable? J'étais maintenant impliquée. Une spectatrice sur la scène du crime que ma fille avait dénoncé. S'il vous plaît, dit Monsieur Fresno, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Je récitai le numéro. Ma voix robotique. Merci. Madame Dubois. Je m'excuse encore pour cette intrusion. Nous allons lancer une enquête interne sur cette affaire immédiatement. Il raccrocha. La finalité de ces mots flotta dans l'air. Une enquête interne. C'était réel. Ça arrivait. Je regardais Sophie. Sa bravade s'était envolée, remplacée par une prise de conscience naissante de ce qu'elle avait fait. Est-ce que papa va aller en prison? Demanda-t-elle. Sa voix tremblante. Je ne sais pas. Ma chérie. Dis-je honnêtement, la prenant dans une autre étreinte. Je ne sais vraiment pas. Je ne savais pas quoi dire. Comment pouvais-je la réprimander pour avoir agi par amour féroce et mal avisé pour moi? Elle m'avait vu souffrir. Et elle avait essayé de faire cesser cela. Je la mis au lit, l'assurant que nous affronterions ensemble ce qui allait arriver. Mais en retournant dans le salon, mon propre sang-froid s'effrita. Je m'effondrai sur le canapé, la tête entre les mains. Que avait-elle déchaîné? Et que ferait Léo quand il le découvrirait? Je n'eus pas à attendre longtemps. 1 heure plus tard,
Alors que je sombrais dans un sommeil agité sur le canapé, des coups forts et frénétiques retentirent à la porte d'entrée. Ce n'était pas un simple toc-toc. C'était un martèlement désespéré et en colère qui résonnait dans tout l'appartement. Mon cœur bondit dans ma gorge. Je savais, avec une certitude absolue, qui c'était. Je me glissai jusqu'à la porte et regardai par le Judas. Léo se tenait de l'autre côté, le visage pâle et déformé par une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Il ressemblait à un animal acculé. « Camille, ouvre cette porte. Je sais que tu es là. » rugit-il. Sa voix étouffée mais pleine de venin. Je reculai de la porte, mon esprit hurlant. Sophie dormait. Je ne pouvais pas le laisser la réveiller. Je ne pouvais pas la laisser le voir comme ça. « Léo, va-t'en !» criai-je en retour, ma voix tremblante. « Tu vas réveiller Sophie. » Je me fiche de Sophie en ce moment. Ce qui m'importe, c'est que tu viens de détruire ma vie. Ouvre cette maudite porte, ou je l'enfonce. Il ne bluffait pas. Je pouvais entendre le bois du cadre de la porte gémir alors qu'il se jetait contre elle. La panique s'empara de moi. Je devais le faire entrer, loin du couloir où les voisins pouvaient entendre. Je tripotai les serrures et ouvris la porte juste assez pour le laisser entrer en titubant. Puis je la claquai et la verrouillai derrière lui. Il se tenait dans l'entrée, respirant lourdement, les yeux hagards. Ce n'était plus l'homme calme et manipulateur qui était parti un mois plus tôt. Le masque était tombé. C'était le vrai Léo. Brut et désespéré. « Qu'est-ce que tu as fait ?» siffla-t-il en s'avançant vers moi. Je fis instinctivement un pas en arrière. « Qu'est-ce que tu as fait ? Bon sang. Camille ? Je n'ai rien fait, dis-je en levant les mains. Je te le jure. Léo. Ne me mens pas, cria-t-il en pointant un doigt tremblant vers mon visage. Celso Fresno m'a appelé. Il m'a lu l'email. Un email sur ma vie personnelle. Sur Myriam. Sur notre bébé. Des informations que seul toi pouvais connaître. C'est toi qui l'as envoyé. N'est-ce pas ? Tu ne supportais pas de me voir heureux. Alors tu as décidé de me ruiner. Le narcissisme pur et simple de son accusation était à couper le souffle. Même maintenant, avec son monde s'effondrant autour de lui, il se voyait toujours comme la victime. Il voyait ma douleur non pas comme une conséquence de ses actions, mais comme un mobile pour la vengeance. Un calme étrange m'envahit. La peur était toujours là. Mais elle était éclipsée par une colère soudaine et clarifiante. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête, « Il est ton adversaire. » Heureux ? demandai-je. Ma voix dangereusement calme. Tu appelles ça être heureux ? Laisser ta famille endettée. Mentir à ta fille. Détruire 17 ans de mariage ? Et tu as le culot de te tenir dans ma maison et de m'accuser de ruiner ta vie ? Il fut surpris par mon ton. Il s'attendait à des larmes, des dénégations, de la peur. Il ne s'attendait pas à une bagarre. Tu lui as envoyé les fichiers ? Camille. Les budgets. Comment as-tu pu ? plaida-t-il. Sa colère se transformant soudainement en une démonstration désespérée et théâtrale de blessures. C'était ma carrière. Mon avenir. Ce n'était pas moi. Léo. Dis-je. Et je décidai, à cette fraction de seconde, de lui dire la vérité. Qu'il voie toute l'étendue des dégâts qu'il avait causés. C'était Sophie. Il me fixa, la bouche légèrement entr'ouverte. Pendant un instant, il ne sembla pas comprendre les mots. Quoi ? Sophie. Répétai-je. Ma voix aussi froide et dure que l'acier.
Ta fille. Celle que tu as abandonnée. Elle a trouvé ton ordinateur portable. Elle a trouvé les emails à ta petite amie enceinte. Elle a trouvé les budgets que tu utilisais pour voler ton entreprise. Et elle les a envoyés à ton patron parce qu'elle voulait te punir pour ce que tu nous as fait. À moi. À elle. La couleur quitta son visage. La rage. La fanfaronnade. Tout s'évapora, laissant derrière un silence vide et stupéfait. Il recula en titubant et s'affaissa sur le bras du canapé, la tête entre les mains. Non, murmura-t-il. Non. Elle n'aurait pas fait ça. Si. Elle l'a fait. Dis-je, profitant de mon avantage. Elle a vu chaque mensonge. Léo. Elle a lu comment tu planifiais ta nouvelle vie pendant que tu l'abordais encore le soir. À quoi t'attendais-tu? Il leva les yeux vers moi. Ses yeux remplis d'un désespoir terrifiant et apitoyé. Ma vie est finie. Gémit-il. Celso m'a viré. Il a dit que si je ne remboursais pas l'argent, il irait à la police. L'argent. Camille. Il a disparu. Je sais où il est passé, dis-je froidement. Un apport pour un appartement pour toi et ta nouvelle famille. Il laissa échapper un son étranglé et désespéré qui aurait pu être un rire ou un sanglot. Famille. Cracha-t-il. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de bébé. Je fronçai les sourcils. De quoi parles-tu? Tu as dit qu'elle était enceinte. Il leva les yeux. Et l'expression sur son visage était celle d'une défaite totale et pathétique. Elle a menti. Camille. Il n'y a jamais eu de bébé. Elle m'a dit qu'elle était enceinte pour que je te quitte. Puis, quelques semaines plus tard, elle a dit qu'elle avait fait une fausse couche. Tout était un mensonge pour que je m'engage. Que j'achète l'appartement avec elle. Il secoua lentement la tête. Et ce soir, quand je lui ai dit que j'avais été viré, que l'argent avait disparu, elle a fait une valise et est partie. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec un raté. La dernière pièce pathétique de sa vie imaginaire s'était effondrée en poussière. Il avait incendié sa famille, sa carrière, sa réputation. Tout cela pour une femme qui s'était jouée de lui. Pendant une seconde, je faillis ressentir une lueur de pitié pour lui. C'était un homme pathétique et brisé. Mais je me suis souvenu de Sophie, sanglotant dans sa chambre. Je me suis souvenu de l'avis de retard de paiement du crédit. Je me suis souvenu des années de mensonges. Donc tu n'as plus rien? Constatai-je. Ma voix plate. Il leva les yeux vers moi. Ses yeux noyés de larmes. Et puis, il fit la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il glissa du bras du canapé et se mit à genoux devant moi. Camille. S'il te plaît. Supplia-t-il. Tendant la main vers les miennes. Je les retirai vivement. J'ai été un imbécile. Un idiot. Je le vois maintenant. J'ai jeté la seule chose qui ait jamais compté. Toi. Sophie. Notre famille. S'il te plaît. Tu dois m'aider. On peut arranger ça. Je peux rentrer à la maison. Je ferai n'importe quoi. Je t'aime. Camille. Je t'ai toujours aimé. Les mots étaient creux. Vides de sens. C'était le dernier pari désespéré d'un homme qui n'avait plus de cartes à jouer. Il ne me suppliait pas pour moi. Il suppliait pour une bouée de sauvetage. Un toit au-dessus de sa tête. Un allié dans la tempête qu'il avait créée. Je le regardais. Cet étranger agenouillé sur mon sol. Et je ne ressentis rien. Pas d'amour. Pas de pitié. Même pas de haine.
Juste un vaste espace vide là où mon cœur avait été. Lève-toi. Léo. Dis-je. Ma voix vide de toute émotion. Camille. S'il te plaît. Lève. Toi. Lentement. En tremblant. Il se releva. Il me regarda. Le visage suppliant. Cherchant un signe de la femme qu'il avait épousée. La femme qui lui avait toujours pardonné. Mais elle était partie. Il l'avait tuée. Je me dirigeai vers la console de l'entrée et pris mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. Sa voix remplie d'une nouvelle horreur naissante. Je composais le 17. « Allô ? Police, secours ? Dis-je. Ma voix intentionnellement forte. Tremblante d'une peur fabriquée. J'ai besoin de la police. Mon ex-mari est entré par effraction dans mon appartement. Il me menace. J'ai peur. Ma fille dort dans la chambre d'Alexandra côté. S'il vous plaît. Envoyez quelqu'un rapidement. Les yeux de Léo s'écarquillèrent d'incrédulité. Camille. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Je soutins son regard. Mes propres yeux froids et impassibles. Je recueille des renseignements. Dis-je doucement. Puis je me détournai de lui et continuai ma performance pour l'opérateur. Oui. Il est toujours là. Il me crie dessus. S'il vous plaît. Dépêchez-vous. Les gyrophares bleus et rouges peignaient des motifs stroboscopiques sur les murs de notre salon. 2 policiers se tenaient dans l'entrée. Leurs expressions graves et professionnelles. L'un me parlait à voix basse et apaisante, tandis que l'autre escortait un Léo menotté et totalement déconcerté vers la porte. Je ne suis pas entré par effraction, répétait Léo. Sa voix un mélange de panique et d'incrédulité. Elle m'a laissé entrer. C'est ma maison. Camille. Dis-leur. Dis-leur que tu mens. Je restais là. Enveloppé dans une couverture qu'un policier m'avait donnée. Et je le regardais. Je ne dis pas un mot. Je laissais simplement ces dénégations désespérées flotter dans l'air. Un contraste frappant avec ma performance soigneusement construite de femme terrifiée. Le policier qui prenait ma déposition. Un homme au visage aimable. Me lança un regard compatissant. On l'emmène au commissariat pour la nuit. Madame, dit-il. Il sera poursuivi pour violation de domicile et harcèlement. Nous allons émettre une ordonnance de protection temporaire. Vous et votre fille serez en sécurité. En sécurité. C'était un mot que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Alors qu'ils emmenaient Léo. Il se tourna pour me regarder une dernière fois. Ses yeux n'étaient plus remplis de rage ou de désespoir, mais d'une réalisation froide et naissante. Il comprenait enfin. Je n'étais plus un pion dans son jeu. J'étais devenue une joueuse. Et je venais de le mettre échec et mat. Après le départ de la police, l'appartement était étrangement silencieux. L'adrénaline qui avait parcouru mes veines commença à s'estomper, laissant derrière elle un épuisement profond et viscéral. Je suis allée voir Sophie. Miraculeusement, elle avait dormi pendant toute l'épreuve. Elle était blottie sous ses couvertures, son visage paisible. Je suis restée dans l'embrasure de sa porte, la regardant respirer, et une vague d'amour féroce et protecteur m'a envahi. Tout ce que je venais de faire, chaque mensonge que j'avais dit à la police, c'était pour elle. C'était pour construire un mur autour de nos vies que Léo ne pourrait plus jamais franchir. Le lendemain matin, la contre-attaque de Léo commença. Mon téléphone sonna à 8 heures. C'était Maître Dubois. Camille, dit-elle. Sa voix urgente. Je viens de raccrocher avec le nouvel avocat de Léo. Un vrai requin.
Il prétend que vous avez fabriqué toute l'histoire de l'effraction pour obtenir un avantage dans le divorce. Bien sûr qu'il le fait. Dis-je. Une résignation lasse s'installant en moi. C'est pire. Continua-t-elle. Il dépose une requête pour vous faire subir une expertise psychologique. Il va plaider que vous êtes une femme instable et vindicative qui manipule sa fille et concocte des plans élaborés pour ruiner la vie d'un homme bien. Il présente la nuit dernière non pas comme un acte d'autodéfense, mais comme la preuve de votre instabilité. L'audace de la manœuvre me laissa sans voix. Il prenait ma force et la tordait en une arme contre moi. Il allait utiliser les tactiques mêmes qu'il m'avait appris à craindre et les retourner contre moi sur la place publique. Qu'est-ce qu'on fait ? Demandai-je. Ma voix faible. On prend les devants, dit Maître Dubois, sa voix redevenant purement professionnelle. Nous demandons une audience en référé pour la garde. Nous utilisons le rapport de police, l'ordonnance de protection. Et nous utilisons les preuves de l'ordinateur portable. Mais Camille, vous devez être prête. Ça va devenir très sale. Il ne se bat plus seulement pour les biens. Il se bat pour détruire votre crédibilité. Ma mère m'appela en milieu de journée. La voix tendue de fureur. Patricia du club de lecture m'a appelé. Fulmina-t-elle. Elle m'a demandé si tu allais bien. Qu'elle avait entendu dire qu'il y avait eu des troubles domestiques. Je lui ai répondu que le seul trouble, c'est que ma fille sortait enfin les poubelles. Ils essaient de me faire passer pour folle. Maman, dis-je. Le poids de tout cela m'écrasant. Alors n'agis pas comme une folle, dit-elle. Son ton pragmatique comme toujours. Agis intelligemment. Agis avec force. Laisse-le jeter sa boue. Toi, continue de construire ton dossier avec des briques de vérité. Ces mensonges s'effondreront. Mais ces mensonges étaient puissants. Ce soir-là, on me signifia des papiers. Une demande formelle d'expertise psychologique et une requête pour que Léo obtienne un droit de visite supervisé avec Sophie. En attendant les résultats de mon évaluation. L'implication était claire, j'étais un danger pour mon propre enfant. Assise à la table de la cuisine, fixant les documents juridiques, je ressentis pour la première fois depuis le départ de Léo une lueur de véritable désespoir. Comment pouvais-je combattre cela ? C'était ma parole contre la sienne. Alors que j'étais sur le point de céder au désespoir, mon téléphone vibra. C'était un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce Camille Dubois ? C'est Myriam. Je pense que nous devons parler. Je sais ce que Léo fait. Et je pourrais peut-être aider. Je fixai le message. L'esprit en ébullition. Myriam. La cause de toute cette douleur. Pourquoi diable voudrait-elle m'aider ? Était-ce un autre détour de Léo ? Un piège ? J'ai failli supprimer le message. Mais ensuite, une pensée a fait surface. Qu'est-ce que j'avais à perdre ? J'acceptais de la rencontrer dans un petit café anonyme à la périphérie de Lyon le lendemain. Elle arriva quelques minutes plus tard, ne ressemblant en rien à la femme glamour et sûre d'elle que j'avais imaginée. Elle était pâle, les yeux rougis, vêtue simplement. Elle avait l'air jeune, perdue, et tout aussi brisée que je m'étais sentie un mois plus tôt. Merci de me rencontrer, dit-elle sans croiser mon regard. Pourquoi êtes-vous là ? Myriam ? Demandai-je, ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Elle prit une inspiration tremblante. Parce qu'il me fait la même chose, dit-elle à voix basse. Il m'a appelé, m'a envoyé des textos. D'abord, il me suppliait de revenir. Puis, quand j'ai refusé, il est devenu méchant. Il a dit qu'il ruinerait ma carrière.
Qu'il dirait à tout le monde que c'était moi qui avais eu l'idée de la fraude. Que je l'avais séduit et manipulé. Il essaie de faire de moi son bouc émissaire. J'écoutais. Un œuf froid de compréhension se formant dans mon estomac. Bien sûr. Léo n'assumait jamais ses responsabilités. Il m'a raconté ce que vous avez fait. Continua Myriam. Me regardant enfin. Appeler la police. Obtenir l'ordonnance. Il a une peur bleue de vous. C'est pour ça qu'il se bat si salement. Que voulez-vous de moi? Rien. Je veux vous donner quelque chose. Elle sortit son téléphone de son sac. Il a laissé des messages vocaux. Avant de commencer à me menacer, il essayait encore de me reconquérir. Il se vantait. Elle lança un enregistrement. Et là, c'était la voix de Léo. Douce et arrogante. Babe. C'est moi. Écoute. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Le truc de rive gauche est un chef-d'œuvre. Je fais ça depuis des années. Je prélève un petit quelque chose sur chaque gros projet. Celso est trop stupide pour s'en apercevoir. La prime dont je t'ai parlé? Ce n'est qu'un début. Toi et moi. On va tout avoir. Fais-moi confiance. Il y avait 3 autres messages. Tous dans la même veine. Des aveux détaillés et arrogants de ses crimes. C'était la preuve irréfutable. Pourquoi me donnez-vous ça? Demandai-je. La voix rauque. Il a aussi détruit ma vie. Dit-elle. Une larme coulant sur sa joue. J'ai perdu mon emploi. Ma réputation est ruinée. J'ai été une idiote. J'ai cru à ses mensonges. Tout comme vous. Il nous a utilisés toutes les deux. Mais il ne s'en tirera pas. Pas si je peux l'aider. Elle me regarda. Le regard ferme. Il pense que les femmes sont faibles. Camille. Il pense qu'il peut nous monter l'une contre l'autre. Prouvons-lui qu'il a tort. C'était l'ironie suprême. La femme qui avait aidé à détruire ma famille m'offrait maintenant la seule chose qui pouvait la sauver. J'entrai dans le bureau de Maître Dubois le lendemain matin avec une détermination nouvelle. Je posai le téléphone de Myriam sur le bureau. Je pense que vous voudrez entendre ça. Alors que les messages vocaux jouaient, je vis l'expression de Maître Dubois passer du stoïcisme professionnel à un lent sourire de prédateur. Quand le dernier enregistrement se termina, elle leva les yeux vers moi. Les yeux brillants. Eh bien, Camille, dit-elle. Sa voix empreinte de triomphe. Je crois que le terme pour ceci est un tournant décisif. Elle avait raison. Les messages vocaux changèrent tout. Armé de cette nouvelle preuve, Maître Dubois passa à l'offensive. La stratégie de Léo s'effondra. L'expertise psychologique fut abandonnée. Sa demande de droit de visite fut refusée en attendant l'issue de l'enquête pénale qui, grâce à ses propres aveux, avançait à une vitesse terrifiante. La procédure de divorce, qu'il avait l'intention de faire traîner pendant des mois, fut réglée en quelques semaines. Il accepta toutes mes conditions. J'ai eu la maison, la garde exclusive de Sophie, et une part importante de ses actifs légitimes restant en dédommagement. Il signa les papiers sans se battre. Quelques semaines plus tard, Léo fut formellement inculpé de multiples chefs d'accusation de fraude. Le procès fut court. Il fut condamné à 5 ans de prison. Je n'allai pas au tribunal pour entendre le verdict. Ma mère. Si. C'est fait. Dit-elle au téléphone. Sa voix remplie d'une sombre satisfaction. Ce soir-là, assise par terre avec Sophie, nous trions de vieilles photos. Nous en avons trouvé une de Sophie en bas âge, couverte de boue, riant aux éclats. Je me souviens de ce jour,
dit-elle avec un petit sourire. Papa m'avait arrosé dans le jardin avant que tu rentres du travail. C'est vrai? Dis-je doucement. Il pouvait être un bon père parfois. N'est-ce pas? Il était important. Pensais-je. Qu'elle s'en souvienne. Que tout n'avait pas été un mensonge. Maman? Demanda-t-elle. Ça va? Je la regardai. Ma fille intelligente. Courageuse et résiliente. Maintenant? Oui. Ma chérie. Dis-je. Et pour la première fois depuis très longtemps, je savais que c'était la vérité absolue. On va bien toutes les deux. 1 an plus tard, le monde avait l'air différent. Plus lumineux. La maison, autrefois prison de mauvais souvenirs, était devenue un sanctuaire. Mon travail à la clinique prospérait. On m'avait promu. Et puis il y avait Michel. Un pédiatre de la clinique. Un homme gentil et calme. Veuf avec une fille un peu plus âgée que Sophie. Chloé. Notre relation s'était construite lentement. Solidement. Un après-midi d'automne. 1 an exactement après la condamnation de Léo. Nous étions tous les 4 au parc de la Tête d'Or. Les filles couraient devant. Leur rire porté par le vent. Michel me prit la main. En marchant, j'aperçus une silhouette familière assise sur un banc. C'était Léo. En liberté conditionnelle anticipée. Il avait l'air plus mince. Plus gris. Il nous vit au même moment. Ses yeux se fixèrent sur moi. Puis sur ma main dans celle de Michel. Une seconde. Je ressentis une secousse de l'ancienne peur. Mais je n'étais plus la même femme. Je m'arrêtai. Sans lâcher la main de Michel. Je le regardai. Mon expression neutre. Ma posture forte. Ce n'était pas un défi. C'était une déclaration. Une frontière. Il comprit. Il vit la nouvelle vie que j'avais bâtie. Il vit qu'il n'y avait plus de place pour lui. Il soutint mon regard un long moment. Une lueur de quelque chose du regret? De l'envie? Dans ses yeux. Puis, il se leva lentement et s'éloigna dans la direction opposée. Un fantôme d'une vie qui n'était plus la mienne. Michel me serra la main. Ça va? Ça va. Répétai-je. Et cette fois, les mots sonnaient comme un hymne. Je regardai le dos de Léo s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je ne ressentis aucune colère. Aucune tristesse. Juste un sentiment de paix. Calme et profond. Maman. Viens. Cria Sophie en nous faisant signe de nous dépêcher. Chloé veut te montrer la cabane secrète qu'elles ont trouvée. Je souris. Un vrai sourire. Sans fardeau. Qui atteignit mes yeux. On arrive. Criai-je en retour. Main dans la main avec Michel. Je marchais vers ma fille. Vers notre avenir. Le passé était enfin là où il devait être, derrière moi. La bataille était terminée. Et j'avais gagné. Non pas en le détruisant, mais en me reconstruisant.